Ce fut une fameuse bonne idée qu'eut en somme un jour l'oncle Édouard de se rendre lui-même au Génitron pour tâter un peu le terrain au sujet d'un petit emploi. Il avait un autre motif, il venait aussi le consulter à propos de sa pompe à vélo. Il connaissait des Pereire depuis fort longtemps, depuis la publication de son 72e manuel, celui parmi tous les autres qui était encore le plus lu, le plus répandu dans le monde, celui qui avait le plus valu pour sa gloire, sa belle célébrité. L'équipement d'une bicyclette, ses accessoires, ses nickels, sous tous les climats de la Terre, pour la somme globale de 17 francs 95. L'opuscule Manufacteur, au moment dont je parle, en était chez Berdouillon et Mallarmé, les éditeurs spécialistes, quai des Augustins, à sa 300e édition. La faveur, l'engouement universel suscité dès la parution par cet infime, trivial ouvrage, peuvent à présent de nos jours difficilement s'imaginer. Toutefois, l'équipement des vélos par Courcial Marin des Pereire représenta vers 1900 pour le cycliste néophyte une sorte de catéchisme, un chevet, la somme. Courcial savait faire d'ailleurs, et d'une manière fort pertinente, toute sa critique personnelle. Il ne se grisait pas pour si peu. Sa célébrité croissante lui valut évidemment un courrier toujours plus massif, d'autres visites, d'autres importuns plus tenaces, des corvées nouvelles, des polémiques plus acides. Bien peu de joie. On venait le consulter de Greenwich et de Valparaiso, de Colombo, de Blanqueberge, sur les variables problèmes de la selle incidente ou souple, sur le surmenage des billes, sur la graisse dans les parties portantes, le meilleur dosage hydrique pour inoxyder les guidons. Gloire pour gloire, il ne pouvait pas beaucoup renifler celle qui lui venait de la bicyclette. Il avait, depuis 30 ans, ainsi répandant par le monde la semence de ses opuscules, rédigé bien d'autres manuels et des vraiment plus flatteurs, et des synthèses explicatives de haute valeur et d'envergure. Il avait en somme, en cours de carrière, expliqué à peu près tout. Les plus hautaines, les plus complexes théories, les pires imaginations de la physique, chimie, des radiopolarites naissantes, la photographie sidérale. Tout y avait passé, peu ou prou, à force d'écrire. Il éprouvait pour cela même une très grande désillusion, une véritable mélancolie, une surprise bien déprimante, à se voir comme ça préféré, encensé, glorieux, pour des propos de chambre à air et des astuces de pignon double. Personnellement, pour commencer, il avait horreur du vélo. Jamais il avait appris, jamais il était monté dessus. Et question de mécanique, c'était encore pire. Jamais il aurait pu démonter seulement une roue, même la chaîne. Il ne savait rien foutre de ses mains, à part la barre fixe et le trapèze. Il était des plus malhabiles, comme 36 cochons, réellement. Pour enfoncer un clou de travers, il se déglinguait au moins 2 ongles. Il se flanquait tout le pouce en bouillie, ça devenait tout de suite un carnage dès qu'il touchait un marteau. Je parle pas des tenailles, bien sûr. Il aurait arraché le pan de mur, le plafond, la crèche entière. Il ne resterait plus rien autour. Il n'avait pas un sou de patience, son esprit allait bien trop vite, trop loin, trop intense et trop profond. Dès que la matière lui résistait, il se payait une épilepsie. Ça se terminait en marmelade. C'est seulement par la théorie qu'il arrangeait bien les problèmes. Question de la pratique, par lui-même, il savait juste faire les haltères, et seulement dans l'arrière-boutique. Et puis en plus, le dimanche, escalader la nacelle, et commander son « lâchez tout !» et se recevoir plus tard en boule. S'il se met à bricoler comme ça de ses propres doigts, ça finissait comme un désastre. Dès qu'il bougeait un objet, il le foutait tout de suite par terre, en bas, à l'envers, ou bien il se projetait dans l'œil. On ne peut pas être excellent dans n'importe quoi. Il faut bien se faire une raison. Mais dans l'immense choix de ses œuvres, il en avait une toute spéciale, dont il tirait une grande fierté. C'était sa vraie corde sensible. Il suffisait qu'on l'effleure pour qu'il frémisse immédiatement. Il fallait y revenir souvent pour qu'il vous traite en copain. Question des synthèses, c'était, on peut le dire sans bobard, un inégalable joyau, une faramineuse réussite. L'œuvre complète d'Auguste Comte, ramenée au strict format d'une prière positive en 22 versets acrostiches. Pour cette inouïe performante, il avait été fêté presque immédiatement à travers toute l'Amérique, la latine.
comme un immense rénovateur. L'Académie uruguayenne, réunie en séance plénière quelques mois plus tard, l'avait élu par acclamation Bolversatore Savantissima, avec le titre additif de membre adhérent pour la vie. Montevideo, la ville, point en reste, l'avait promu le mois suivant Citadinis Aeternatis Amicissimus. Courcial avait espéré qu'avec un surnom pareil, et en raison de ce triomphe, il allait connaître d'autres gloires d'un genre un peu plus relevé, qu'il allait pouvoir prendre du large, prendre la direction d'un mouvement de haut parage philosophique, les amis de la raison pure. Et puis, point du tout. Pour la première fois de sa vie, il s'était foutu le doigt dans l'œil. Il s'était entièrement gouré. Le grand renom d'Auguste Comte exportait bien aux antipodes, mais il ne retraversait plus la mer. Il collait sur la plata, indélébile, indétachable. Il rentrait plus au bercail. Il restait pour américain. Et cependant, pendant des mois, et encore des mois de suite, il avait tenté l'impossible, tout entrepris au génitron, noirci colonne après colonne pour donner à sa prière un petit goût entraînant, bien français. Il l'avait réduite en rébus, retournée comme une camisole, parsemée de menus flatteries, rendue revancharde, cornélienne, agressive et puis péteuse. Peine perdue. Le buste même d'Auguste Comte, longtemps hissé en très bonne place, il plaisait pas aux clients. À la gauche du grand Flammarion, il a fallu qu'on le supprime. Il faisait du tort. Les abonnés renaclaient, ils aimaient pas Auguste Comte. Autant Flammarion leur semblait nettement populaire, autant Auguste les débectait. Il jetait la poisse dans la vitrine, c'était comme ça. Rien à chiquer. Courcial, certains soirs, beaucoup plus tard, quand le bourdon le travaillait un peu, il prononçait des drôles de mots. Un jour, Ferdinand, je partirai. Je partirai au diable, tu verras. Je partirai très loin. Je m'en irai, tout seul, par mes propres moyens. Tu verras. Et puis, il restait comme songeur. Je voulais pas l'interrompre. Ça le reprenait de temps en temps. Ça m'intriguait bien quand même.